Merci beaucoup d'être venu à cette conférence. Les contributions au logiciel libre sont-elles uniquement destinées à des fins humanistes? Donc ça, c'est la question que je vous propose qu'on explore ensemble aujourd'hui. Avant de tout de suite se lancer dedans, peut-être vous demander qui est la personne qui parle devant vous. Donc j'ai mis un petit slide à propos de moi. Je m'appelle Mathieu Fermand. Moi, je travaille depuis 2012. J'ai commencé comme développeur PHP et j'ai rejoint PrestaShop en 2018. PrestaShop, c'est une entreprise qui édite un logiciel de CMS e-commerce. Donc pour ceux qui sont déjà passés sur le stand, c'est un logiciel qui vous permet de construire une boutique en ligne et de vendre derrière. Et il est open source. Et du coup, quand j'ai rejoint PrestaShop en 2018, moi, c'est comme ça que j'ai fait la découverte de l'open source. Avant, je croyais que l'open source, c'était mettre son code sur GitHub en accès libre. C'était une vision un peu légère. Depuis, j'ai quand même appris 2 ou 3 trucs en plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de me présenter devant vous et de vous parler de 2 ou 3 trucs que je crois avoir compris. Donc du coup, maintenant vous me connaissez un peu mieux, le but c'est de savoir, est-ce qu'on fait l'open source uniquement pour des raisons humanistes, pour la beauté du geste? Alors, avant de répondre à cette question précise, on peut dézoomer un peu. Mais pourquoi les gens ils font des contributions open source? Pourquoi est-ce que les gens se lèvent le matin et disent « Allez, c'est parti, aujourd'hui je me fais une contribution open source », qu'est-ce qui les motive? Il y a peut-être une partie de la réponse dans la salle, du coup je voudrais voir s'il y a quelqu'un qui a déjà fait des contributions open source, est-ce qu'il peut lever la main? Super. Alors il y en a plein, je ne vais pas en choisir que un parce que j'aurai pas le temps de voir tout le monde. Je vais demander au monsieur au pull rayé. Vous avez fait beaucoup de contributions open source? Non, pas beaucoup, mais chez les concurrents, c'était chez WordPress. Très bien. Et du coup, j'aurais une question. Si vous vous rappelez d'une de vos premières contributions, pourquoi vous avez fait cette contribution? Qu'est-ce qui vous a amené à la faire? C'était quoi les raisons derrière? C'était pour de la traduction notamment. Notre toute première contribution, c'est de la traduction sur des gros plugins populaires liés à WordPress notamment. Et c'était l'idée d'ouvrir aussi à un plus large public. En fait, des fois, l'usage de certains plugins ne sont pas toujours très bien traduits ou complexes à comprendre pour des personnes qui ne sont pas initiées à d'autres langues, on va dire. J'avais fait ce travail de traduction avec quelques correctifs au code en bonus. C'est très bien, donc déjà bravo. Et puis du coup, on est déjà un peu sur une raison humaniste. Vous n'avez pas fait ça pour gagner de l'argent ou par intérêt, c'était pour aider d'autres gens. Totalement. C'était même moi, oui, c'était ça. Et même moi, des fois, je ne comprenais même pas comment fonctionnaient certaines fonctionnalités du plugin. Et en fait, c'est la traduction qui m'avait moi-même aidé. Alors ça, c'est très intéressant. Alors je vais y revenir, effectivement, c'est très intéressant. Donc, plutôt que de demander à tout le monde dans la salle, moi je ne me suis pas pris la tête, je suis allé sur Google et j'ai tapé « Mais pourquoi les gens font des contributions open source ?» Et du coup, les 3 réponses qui reviennent régulièrement, c'est celle-ci. La première, c'est qu'il y a plein de gens qui contribuent parce qu'ils se sentent redevables. Moi, je prends un exemple qui va parler aux étudiants ici présents. Moi, j'ai commencé en 2012 en tant que développeur PHP. PHP, c'est un projet open source. PHP, généralement, ça tourne sur un web server, comme Apache. Apache, c'est un projet open source. Ça tourne souvent avec une base de données MySQL, encore un projet open source. Ça tourne sur des serveurs sur lesquels il y a généralement une distribution Linux, encore de l'open source. Donc moi, toute ma carrière est basée sur l'open source. Pas d'open source, pas de carrière, pas d'argent. Donc du coup, comme beaucoup de gens, je me sens redevable. Je me dis, voilà, grâce à l'open source, j'ai une carrière, et grâce à l'open source, je gagne ma vie. Je me sens redevable, donc je fais des contributions open source parce que j'ai l'impression que je veux redonner un peu de ce que j'ai reçu. Et c'est ce qui motive beaucoup de gens. Là, on est un peu sur les raisons humanistes. Le côté, voilà, j'ai reçu beaucoup, je redonne un petit peu. Il y a d'autres raisons un peu plus égoïstes qui reviennent souvent. La première, ça va aussi intéresser nos amis étudiants, c'est que l'open source, c'est une formidable opportunité pour apprendre. La plupart des projets open source, c'est du code, c'est du logiciel. Et du coup, les gens qui écrivent du code, généralement, quand ils veulent s'améliorer, ils écrivent du code. Voilà, practice makes perfect. Il n'y a rien de mieux qu'écrire du code pour s'améliorer en tant que développeur. Du coup, il y a plein de gens qui contribuent à l'open source parce que, en fait, c'est l'entraînement, comme un sportif. Il s'entraîne, et il fait des contributions. Mais il y a un deuxième élément beaucoup plus intéressant. En fait, la plupart des projets open source, quand vous envoyez une contribution, donc vous dites, voilà, moi j'ai vu ce projet, je propose de changer ça, et votre contribution, elle est revue par des mainteneurs sur le projet. Et généralement, ces mainteneurs, c'est des experts du projet. Du coup, les mainteneurs, ils vont regarder votre contribution, et puis ils vont vous dire est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est ce qu'on appelle la revue de code. Donc en vrai, là, c'est assez impressionnant. Si on y réfléchit, on a des experts
qui regardent gratuitement le code que vous avez soumis et qui vous disent il est bon ou pas bon. Généralement, ils ne se contentent pas de dire oui, non, ils expliquent pourquoi. On est presque sur du consulting gratuit, là. On est presque sur des professeurs gratuits. Donc il y a vraiment des gens qui contribuent à l'open source parce qu'en fait, quand ils envoient leur code et les projets, ils reçoivent du feedback dessus, gratuitement, de la part d'experts. Donc c'est une excellente manière d'apprendre. Il y a un deuxième élément, pareil, qui va parler beaucoup à nos amis étudiants, c'est la réputation. Moi, je suis aujourd'hui tech manager chez PrestaShop et je recrute. Donc, tout le monde recrute ici, je pense, dans cet événement. Hein, toutes les entreprises tech recrutent. Mais je recrute des développeurs. Et du coup, quand le département ressources humaines de PrestaShop me propose des CV, si je vois que la personne a un profil GitHub ou GitLab, je vais le voir tout de suite. Je vais le voir tout de suite parce qu'un profil GitHub ou GitLab, ça me permet de voir deux choses. Déjà, est-ce que la personne connaît un peu l'open source? C'est important pour PrestaShop. Je peux voir ce que la personne a échangé avec d'autres gens sur GitHub. On peut tout voir, hein, tout est public. Je peux voir comment il parle, je peux voir comment il parle en anglais aussi. Enfin, comment il écrit en anglais. Parce que c'est important chez PrestaShop. Mais surtout, les contributions que la personne a faites, je peux voir son code. Je peux évaluer la qualité du code de mon candidat et donc savoir, j'ai quelques éléments sur sa compétence de développeur. Pour moi, c'est une mine d'or. Et évidemment, plein de développeurs en sont conscients. Donc plein de développeurs, quand ils se disent « Ok, je suis dans mon entreprise et j'ai envie de partir », ils font des contributions parce qu'ils savent que ça va être regardé par les gens qui vont potentiellement vouloir les recruter. Donc ils se boostent leur profil online. Voilà. Donc c'est de la réputation. Donc ça, c'est les trois raisons qui revenaient le plus, en tout cas sur Google, pour contribuer à l'open source. Le côté « je me sens redevable », le côté « ça permet d'apprendre », ça permet de très très bien apprendre, et le côté réputation, ça permet de booster sa réputation online. Alors il y a un monsieur qui est là, peut-être les questions plutôt à la fin. Bon, parce que je ne sais pas sinon j'aurai le temps. Mais on aura du temps pour les questions à la fin. Donc c'est ces trois raisons-là. Bon, moi je les aime bien, mais je fais un peu la fine bouche. Je trouve que ce n'est pas les meilleures. En fait, je vous explique pourquoi. Imaginez que, là je vous ai bien convaincu, du coup ce week-end, vous allez faire des contributions open source parce que vous voulez progresser sur le langage Python. Donc la deuxième raison, pour apprendre. Donc c'est prévu, vous avez dit, samedi je me fais 4 heures de contribution open source. Et là votre frigo est lâche. Moi, je suis certain que s'il faut choisir entre réparer ou acheter un nouveau frigo ou faire vos contributions, vous allez réparer le frigo. Parce que c'est plus prioritaire pour vous. Parce que malheureusement, les trois raisons qui sont présentées là, c'est du best effort. C'est-à-dire que vous allez le faire si vous avez du temps, de la dispo, si vous n'êtes pas en galère. Mais s'il y a un truc plus prioritaire à vos yeux, vous n'allez pas faire ça. Et du coup, moi, je suis mainteneur sur le projet PrestaShop. Du coup, je fais partie des gens qui valident les contributions qui viennent sur le projet. Quand je vois quelqu'un qui fait sa contribution un dimanche à 22h, je me doute que c'est quelqu'un qui fait ça sur son temps libre le week-end. Il n'a pas fait ça pour son entreprise. Et je me demande toujours, cette personne a fait une contribution, elle est pas mal, mais je vois des changements à apporter pour qu'elle soit nickel. Si je lui fais, est-ce qu'il va avoir le temps d'être traité? Parce que s'il peut travailler que 2 heures le week-end quand il a du temps, peut-être il va revenir vers moi dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être il ne reviendra plus jamais du tout. Parce qu'encore une fois, les raisons que potentiellement il avait contribué, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas solides, mais en tout cas, elles ne me garantissent pas une certaine régularité de sa contribution. Parce qu'une contribution, c'est souvent un échange entre les mainteneurs du projet et les gens qui contribuent. C'est pas on envoie quelque chose et boum, c'est validé. Souvent, il y a un échange, du coup, il faut revenir plusieurs fois. Donc si la personne a juste 2 heures un week-end, après elle n'a plus de temps, ça ne marche pas. Donc je fais un peu la fine bouche. Donc du coup, vous allez me dire, ok, on fait la fine bouche, donc du coup, les contributions, on va dire, des gens qui font ça sur le temps libre, c'est pas forcément ce que moi je préfère. Du coup, je préfère quoi? Et moi, idéalement, ce que je préfère, c'est quand ce sont les entreprises qui contribuent. Pourquoi? Parce que lundi prochain, s'il y a le monsieur au fond qui a bientôt des développeurs et qui a bientôt une entreprise florissante, dit à son salarié, son développeur salarié lundi, toute la journée tu fais de l'open source, peu importe que son frigo est cassé, peu importe qu'il a d'autres plans, etc. Là, il est missionné, il est sponsorisé, il est payé pour faire sa contribution. Donc moi, ça m'assure que ça va être une contribution régulière, dans le temps, sérieuse et qui va aller jusqu'au bout. Donc entre guillemets, ça me rassure de savoir qu'il y a une entreprise qui paye derrière cette personne pour qu'elle aille vraiment jusqu'au bout et que cette personne n'est pas sur son temps libre en bénévole. Donc du coup, moi, je m'intéresse beaucoup aux contributions faites par les entreprises. Mais est-ce que les entreprises, elles contribuent? Alors là, normalement, dans le salon, vous avez vu pas mal d'entreprises qui contribuent. Hein. C'est le bon côté de venir à ce salon. Mais il y a quand même un cliché qui circule sur les entreprises qui va à l'encontre. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter XKCD, comme Web Comics très très connu pour les développeurs.
J'ai récupéré cette image XKCD qui illustre une situation quand même un peu triste. C'est un cliché. Je ne sais pas s'il est vrai, je n'ai pas de données fiables là-dessus, mais du coup, le fait qu'il a fait rire beaucoup de gens me laisse penser que beaucoup de gens pensent ça. Ça représente quoi? Ça représente un projet faramineux, probablement une entreprise qui se fait des millions et qui gagne des millions grâce à ce projet, qui utilise tout le code moderne et toutes les technologies modernes, qui est basé sur les composants logiciels, qui sont basés sur les composants logiciels, qui sont basés sur les composants logiciels, qui sont basés tout en bas à droite sur un composant logiciel qui est maintenu par quelqu'un anonyme dans le Nebraska depuis 2003, qui fait ça sur son temps bénévole. Et cette image, elle est un peu triste parce qu'en fait, elle représente ce que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui profitent de l'open source et se font des millions avec, et qu'à côté, ils utilisent du code fait par des gens bénévolement, qui font ça sur leur temps libre, et qui reçoivent rien du tout. Donc il y a un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice, on en entend régulièrement parler dans l'open source. Là, j'ai mis un exemple tristement célèbre. C'était une librairie qui s'appelait Faker.js. Et du coup, le monsieur qui la maintenait, c'était le même cas, bénévole et tout, je crois que sa librairie était utilisée par Amazon et Microsoft. Et à un moment, il a dit, mais j'en ai marre, parce que moi, je fais ça bénévolement, je mets mon code sur GitHub, il est en accès libre, mais moi, je galère à payer mon loyer. Et ça m'énerve de savoir qu'il y a des entreprises qui utilisent mon code, qui se font des millions avec, et moi, je galère à payer mon loyer. C'est injuste. Donc du coup, il a viré son code de GitHub et il a cassé plein de trucs. Bon, la suite de l'histoire, je ne vous la raconte pas, il s'est passé d'autres choses, mais c'est un élément qui nous laisse penser qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que beaucoup d'entreprises profitent de l'open source et ne redonnent pas à l'entreprise. Du coup, ça va un peu contre ce que je disais, où je disais que je voulais des contributions des entreprises. Moi. Alors moi, je veux convaincre, du coup, les entreprises de contribuer, puisque je pense que ça donne des contributions plus régulières, plus pérennes dans le temps, plus poussées. Je pense que les entreprises, il ne faut pas venir les voir en disant « Oui, bonjour, c'est important de contribuer, c'est vraiment très important ». Je ne pense pas que c'est un argument qui parle à beaucoup d'entreprises. À mon avis, une entreprise, il faut y parler en termes économiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si on schématise un peu, une entreprise, on va dire que son but, quand même le but de l'entreprise, c'est gagner de l'argent. L'entreprise, elle a des dépenses, elle paye des salaires, elle paye du matériel, elle paye des licences logicielles, et elle espère que toutes ces dépenses, elle va pouvoir générer de la valeur ajoutée, qu'elle va pouvoir revendre ou monétiser, et qu'à la fin du mois, elle a gagné plus d'argent qu'elle en a dépensé. Si elle en a dépensé plus qu'elle en a gagné, elle n'est pas rentable, elle va mourir. Donc pour que l'entreprise vive, elle a besoin de faire des bénéfices, elle a besoin qu'elle a gagné plus d'argent que ce qu'elle a dépensé. Et donc moi, là, mon but, ça va être de démontrer à l'entreprise qu'en fait, en faisant l'open source, elle va gagner de l'argent. Et que du coup, ça va la motiver à contribuer. Donc du coup, je vais essayer de montrer aux entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui, et puis il y aura un replay qui nous regarderont, qu'en fait, faire des contributions open source, c'est très intéressant économiquement pour elles. Alors la première raison pour laquelle, pour moi, une entreprise devrait contribuer, c'est très simple, c'est que c'est son code. Je vous explique. On va prendre un exemple. On va imaginer que demain, vous décidez de lancer une entreprise d'intelligence artificielle. J'ai trouvé un super concept ce matin en train, le séchoir. Pour mettre les vêtements pour que ça sèche de manière optimale, on va demander à une IA de répartir les vêtements sur le séchoir. Voilà, tout se fait, hein. Il y a des startups de fou, donc du coup, pourquoi pas ça? Donc moi, voilà, je vais faire mon entreprise qui est basée sur une IA que je vais vendre et, par abonnement, et qui va dire aux gens, voilà comment mettre tes vêtements sur ton séchoir pour que ça sèche le mieux. Je vais donc devoir du coup construire une intelligence artificielle, je vais utiliser du machine learning. Est-ce que je vais recoder ma propre librairie de machine learning? Est-ce que je vais recoder ça? Non. Il y a des dizaines, il y a des centaines de librairies open source qui permettent de faire du machine learning. Donc je vais en prendre une, hop, sur Internet. Et là, je suis trop content en tant qu'entrepreneur. Parce que je me dis, j'aurais peut-être dû payer un développeur pendant 8 mois pour me construire ce composant logiciel pour me faire une IA. Boum, je l'ai prise sur GitHub, taf, en une seconde, c'est fait. J'ai économisé 8 mois de salaire. Mais ça, c'est un peu une illusion. Pourquoi? Pour y répondre, j'ai mis une citation de Scott McNeely de Sun. Je vous l'explique. C'est bientôt Noël. On va imaginer qu'à Noël, vous allez recevoir un super cadeau, un petit chiot. Alors un petit chiot, c'est mignon, c'est adorable. Quand vous recevez le cadeau, vous êtes trop content. Il est tout mignon, il est trop content d'être avec vous et tout. Mais si vous acceptez ce cadeau, ce petit chiot, vous allez devoir le nourrir. Vous allez devoir le soigner, l'emmener chez le vétérinaire. Vous allez devoir lui donner un endroit pour dormir, etc., etc. Donc,
c'est un cadeau qui vient avec un coût de maintenance. Et ben, l'open source, c'est pareil. Si moi, l'entrepreneur qui a construit ma solution d'intelligence artificielle, j'utilise une librairie open source pour construire mon application, à partir du moment où j'utilise cette librairie dans mon application à moi, ça devient mon code, c'est à moi de m'en occuper. Parce que la plupart des projets open source, ils sont gratuits et il n'y a pas de support. S'il y a un bug dedans, c'est pour vous, c'est pour votre pomme. Il n'y a personne qui viendra le corriger pour vous. Donc du coup, à partir du moment où vous prenez du code open source et vous l'utilisez pour faire un business, vous devez traiter ce code open source que vous n'avez pas écrit comme si c'était votre propre code. Vous allez devoir le corriger, vous allez devoir le maintenir, vous allez devoir faire des montées de version. Donc du coup, il y a un coût de maintenance qui vient. Et du coup, vous devez en prendre soin. Vous devez imaginer que demain, peut-être, il y aura un bug dans votre intelligence artificielle et qu'en analysant le code, vous allez découvrir que le bug, en fait, il vient de la fameuse librairie, celle que vous n'avez pas écrite, celle que vous avez prise directement sur Internet. Et du coup, si ce jour-là, vous avez votre bug qui est en train de vous faire perdre des dizaines de milliers d'euros chaque jour, et que du coup, vous n'avez jamais regardé cette librairie auparavant, ça risque d'être embêtant pour le corriger très vite. Donc mon conseil aux entreprises qui font ça, mon conseil aux entreprises qui utilisent de l'open source tous les jours, c'est contribuer à ces projets open source. Parce que comme ça, vous allez vous familiariser avec les bases de code, vous allez découvrir comment elles fonctionnent, comment elle est conçue, comment elle est testée, comment on peut faire une nouvelle version, et être prêt pour le jour J, vous aurez besoin d'intervenir dedans. Parce que personne d'autre va intervenir dedans, gratuitement en tout cas. Donc du coup, prenez soin de ce code comme si c'était le vôtre. De toute façon, c'est le vôtre. Il tourne dans votre application, c'est le vôtre. Il y a un deuxième élément aussi qui est important. Donc du coup, on va reprendre mon exemple d'entreprise qui a fait l'intelligence artificielle. Ça marche trop bien. J'ai 10 000 clients, mon entreprise marche bien, je suis content. Et là, je viens d'apprendre que ma fameuse librairie là, que j'ai utilisée, elle a été maintenue par une seule personne qui a décidé de passer à autre chose. Il arrête le projet. Zut. Du coup, il n'y aura pas de nouveaux bug fix, de nouveaux correctifs, il n'y aura pas de nouvelles améliorations de performance, et on va dire que cette librairie était faite en Rust, il n'y aura même pas la compatibilité avec les futures versions de Rust, parce que le mainteneur, il est parti. Le projet, il est mort, il est abandonné. En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas une situation où vous voulez vous trouver. Donc, du coup, je recommande aux entrepreneurs de s'assurer que si vous utilisez du code open source qui est critique pour votre business, prenez-en soin et assurez sa survie. Et pour assurer sa survie, il faut y contribuer. Il faut que le projet soit actif, il faut qu'il y ait régulièrement des choses dessus. Voilà, c'est tout simplement, prenez soin de ce code, parce que si vous en dépendez, vous avez besoin qu'il vive bien, et vous avez besoin d'être prêt à intervenir dedans. Ça, c'était ma première raison. Ma deuxième raison, j'ai mis une très longue citation qui est tirée d'une étude de la Commission européenne. Je vous épargne la lecture. Grosso modo, c'était une étude où l'Union européenne avait demandé aux analystes de dire « Bon, je voudrais m'intéresser à l'économie de l'open source en Europe. Quand une entreprise utilise l'open source, combien ça lui coûte, combien ça lui rapporte. Quand une entité publique utilise l'open source, combien ça lui coûte, combien ça lui rapporte, etc. etc. » Et il y avait un volet sur la contribution open source qui disait voilà, quand une entreprise fait une contribution open source, combien ça lui coûte, combien ça lui rapporte. L'étude prétend qu'il y a un rapport de 1,4 sur les contributions. Ça veut dire que vous investissez 1, vous récupérez 4 fois plus. Un ROI de x4. C'est beau ça. Hein. Et encore, l'étude dit que ROI x4, c'est un ROI prudent. Certains éléments laissent à penser à un ROI de x10. Donc là, vous dites, bon, il est sympa le monsieur en face de moi, il me dit un ROI x4, mais j'ai que sa parole. Je vais peut-être pas le croire sur parole. Donc du coup, comment j'explique ce ROI x4 ? Moi, je pense qu'il y a 2 éléments principaux qui expliquent pourquoi il y a ce ROI x4. Le premier, c'est ce que j'appelle le fardeau de la maintenance. Je reprends mon exemple précédent. Votre entreprise, toujours la même, intelligence artificielle pour comment mettre des vêtements sur un séchoir. Elle marche bien, vous avez suivi mon conseil précédent, vous contribuez au projet open source, vous vous assurez qu'il survit, donc du coup, votre business n'est pas en danger. Et là, arrive le cas que j'ai mentionné, il y a un bug. Il y a un bug dans l'application, vous perdez de l'argent, mais heureusement, vous êtes familier avec la codebase, vous arrivez très vite à produire un correctif qui corrige le bug, vous arrêtez de perdre de l'argent. Super. Maintenant, vous avez 2 scénarios devant vous. Soit ce correctif logiciel, vous le gardez pour vous, soit ce correctif logiciel, vous le contribuez au projet initial. Alors si je reprends ma vision un petit peu basique des entreprises avec les dépenses et les coûts,
A priori, ça paraît une mauvaise idée de donner ce correctif au projet. Parce que par exemple, peut-être vous avez un concurrent qui utilise la même librairie open source. Donc du coup, si vous contribuez votre correctif, c'est comme si vous donnez à votre concurrent le correctif. Vous lui donnez la valeur ajoutée que vous avez produite. Ça ne paraît pas une excellente stratégie d'un point de vue économique. Oui, mais il y a un autre cas qu'il faut considérer. Donc on va supposer que là vous dites, bon, je garde mon correctif pour moi, parce que c'est mes ingénieurs qui l'ont développé, c'est mon argent que j'ai investi, je le garde pour moi, je garde cet avantage pour moi. Mais voilà, on va dire que la librairie open source que vous utilisez a été en version 5. Votre correctif, il marche très bien avec la version 5. Et là, il y a la version 6 qui sort. Mais votre correctif ne marche pas avec la version 6. Donc du coup, votre correctif, vous devez faire le travail de le mettre à jour pour qu'il soit compatible avec la version 6. Puis après, il y aura la version 7. Rebelote. Votre correctif, vous allez devoir le mettre à jour potentiellement avec la version 7, parce qu'entre deux versions, le code y change, les correctifs doivent être adaptés. Donc du coup, si vous continuez dans le temps, en gardant ce correctif pour vous, vous vous obligez à le maintenir dans le temps avec les futures versions. Vous vous donnez donc à vous-même un coût de maintenance. Alors que si, quand votre correctif était prêt, vous l'avez contribué au projet open source, et le projet open source l'avait accepté, qui se serait tapé le coût de mettre à jour ce correctif pour les versions 6, 7, 8 ? Les gens du projet. Donc en fait, quand quelqu'un fait une contribution vers du logiciel libre, et que cette contribution est acceptée par les mainteneurs du projet, certes, ils acceptent le changement de code, mais ils acceptent aussi le fardeau de maintenance qui vient avec, et le fait de le maintenir dans le temps. Et ça, pour un entrepreneur, c'est génial. Donc du coup, plutôt que c'est d'autres gens qui vont maintenir pour vous le code que vous avez pondu, en échange de l'avoir donné au projet. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la plupart des projets open source, ils ont un processus qualité. C'est-à-dire que quand vous soumettez une contribution, elle n'est pas acceptée comme ça. Généralement, il se passe au moins deux choses. Il y a tout un tas de tests automatisés qui sont lancés pour vérifier la validité et la qualité de votre correctif, de votre contribution, pardon. Et puis également, les mainteneurs du projet, ils vont le lire, votre code. C'est la revue de code. Ils vont vérifier si ça répond aux best practices, si ça répond à l'architecture du projet, etc. Ils vont vérifier que vous n'avez pas fait n'importe quoi. Et si tout ça est validé, votre contribution sera probablement acceptée. Du coup, mine de rien, quand vous faites une contribution, votre correctif là, que vous avez conçu, il passe devant un processus qualité que vous, dans votre entreprise, vous n'aviez peut-être pas. Donc du coup, quand vous contribuez des choses, vous avez un retour sur la qualité de ces choses grâce à ce processus de qualité, en faisant la contribution. Si vous l'avez gardé pour vous, vous n'aurez jamais eu toutes ces infos. Et typiquement, peut-être que le processus de qualité, il va vous dire « Ok, très bien, le correctif que vous avez pondu, il marche très bien dans la plupart des cas, mais nous, grâce à notre processus de qualité, on a détecté un cas problématique que vous n'aviez pas vu, parce que vous étiez tout seul, et qui aurait pu vous faire un bug dans 2 semaines. Mais comme vous avez contribué ce correctif au projet, et vous avez bénéficié du processus de qualité, le bug a été détecté avant qu'il fasse mal, et du coup, il sera corrigé avant qu'il impacte vos clients finaux. Donc du coup, quand vous contribuez, vous partagez le fardeau de la maintenance et vous bénéficiez du processus qualité de ce projet. Et ça aussi, pour un entrepreneur, tout ça, c'est gratuit. Hein. C'est que du bonheur. J'ai une troisième raison pour laquelle, pour moi, les entreprises devraient contribuer. Et celle-ci, c'est ma préférée. J'ai mis aussi une petite citation pour l'expliquer. On va supposer que là, tout le monde est très convaincu, et puis je vais aussi supposer que tout le monde ici est un chef d'entreprise. Si. Et que du coup, lundi prochain, vous allez tous dire à vos équipes de développeurs « Ok, j'ai vu une super conférence mardi dernier, je suis convaincu, il faut faire de la contribution open source. » Donc, toute la journée, mes développeurs, tout le lundi, là, ils vont faire de la contribution open source. On va faire des petits calculs, on va se simplifier la vie, on va dire que dans chaque entreprise qui est présente ici, il y a 10 développeurs. Donc je prends l'entreprise A, lundi, elle dit à ses 10 développeurs, toute la journée, on fait de l'open source aujourd'hui. Pour simplifier, on va dire que les 10 développeurs, en une journée, ils font chacun une contribution. Donc le soir, on a réalisé 10 contributions. Je ne pense pas que les développeurs ils vont faire n'importe quoi, ils vont sûrement faire des contributions qui bénéficient à l'entreprise. Ça va être des correctifs de bugs, ça va être des améliorations de performance, ça va être des nouvelles capacités, ils ne vont pas bosser sur n'importe quoi. Donc du coup, l'entreprise A,
elle va sûrement déjà au moins bénéficier de ces 10 contributions. En fait, ils ont juste bossé comme d'habitude, ils ont amélioré la qualité du code que vous utilisez tous les jours. Donc le chef d'entreprise, le soir, il fait ses comptes. Il dit, donc j'ai payé mes 10 développeurs toute une journée et j'ai récupéré 10 contributions. C'est pas mal. À côté, l'entreprise B, elle a fait pareil. Elle a demandé à ses 10 développeurs de faire 10 contributions. Et le soir, elle regarde et dit, OK, j'ai mes 10 contributions qui sont bonnes. Et l'entreprise C à côté, pareil. Et l'entreprise D à côté, pareil. Donc du coup, on va supposer que vous êtes 10 pour simplifier encore les calculs. On a 10 entreprises qui, tout le lundi, ont généré des contributions. Mais qu'est-ce qui se passe le soir? Le soir, toutes ces contributions sont envoyées aux différents projets open source qui en dépendaient. Et tout est fusionné ensemble. C'est le concept des projets open source. C'est qu'il y a plein de gens qui bossent chacun de leur côté, mais ils viennent tous ensemble fusionner leur travail dans un bien commun. Et du coup, si je refais mes calculs, l'entreprise A, elle a payé ses développeurs, ses 10 développeurs, pour générer 10 contributions. Ça, c'est ce qu'elle a produit, ce qu'elle a investi. Mais en échange, elle a récupéré 100 contributions, parce qu'il y a toutes celles des autres entreprises. Et c'est ça qui est très important avec l'open source. C'est absolument génial pour les entreprises, c'est-à-dire que c'est plusieurs entreprises qui travaillent chacune sur ses chantiers, sur ce qu'elle veut, et à la fin, elles mettent tout en commun ça dans un projet, et chacune des entreprises récupère l'intégralité du travail des autres. Du coup, il y a un démultiplicateur de fou. Ça, avec du logiciel propriétaire, ça ne marche pas. Si vous utilisez un logiciel propriétaire, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, vous ne pourrez jamais le partager avec les autres utilisateurs du logiciel et vice-versa. Donc vous ne pourrez pas récupérer ce que potentiellement les autres entreprises qui, comme vous, utilisent ce logiciel propriétaire ont fait. Avec l'open source, c'est possible. Et ça permet du coup des gains de fou. Si vous y réfléchissez, à chaque fois que vous utilisez une nouvelle version de Mozilla, de Chrome, de Linux, vous récupérez des centaines de millions d'euros d'investissement. Tout le travail fait dans chaque nouvelle version des projets open source arrive dans vos mains gratuitement parce que c'est partagé, parce que c'est donné à tous. Donc ça, c'était ma troisième raison pour laquelle, selon moi, les entreprises devraient contribuer. Et ce sont vraiment des raisons économiques. C'est économiquement intéressant pour elles. Donc c'est économiquement intéressant pour une entreprise de vous payer, messieurs et mesdames, pour ceux qui seront salariés un jour dans les développeurs, de faire de l'open source. J'ai une quatrième raison qui va un cran plus loin. On va supposer que du coup, on est toujours dans l'exemple de l'entreprise qui fait de l'intelligence artificielle, toujours mon exemple. Et du coup, l'entreprise marche très 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 bien. Et du coup, je recommanderais à cette entreprise d'aller un cran plus loin. En fait, quand vous faites des contributions à un projet open source, vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites 5, vous en faites 10, vous en faites 20, vos contributions sont revues et validées par le processus qualité et par les mainteneurs du projet open source, qui regardent votre code, vous disent s'il est bien ou pas bien. Au fur et à mesure que vous faites des contributions, il y a des discussions qui se font, vous commencez à connaître les mainteneurs commencent à vous connaître, vous commencez aussi à connaître les autres utilisateurs du projet open source, parce que vous interagissez, c'est une communauté. Si vous contribuez très très régulièrement, il est possible qu'au bout d'un moment, les mainteneurs vous disent « Salut, en fait, on voit que tu bosses bien, tu as fait des bonnes contributions, ton code il est de qualité, tu veux pas nous rejoindre côté mainteneur ? Tu veux pas venir nous aider à valider les contributions des autres ? Parce qu'en vrai, on a confiance. » C'est comme ça que ça se fait dans beaucoup de projets open source. Moi, aujourd'hui, je suis mainteneur sur le projet open source PrestaShop, et on a un processus pour accepter des nouveaux mainteneurs, mais aussi régulièrement, je vois des contributeurs qui sont investis, qui viennent régulièrement, et quand je vois qu'ils sont très investis, je leur dis « Tu ne serais pas intéressé pour passer de l'autre côté de la barrière et nous aider à valider les contributions qui arrivent ?» Parce que le projet grandit, du coup il y en a de plus en plus, on a besoin de faire grandir l'équipe des mainteneurs. Donc du coup, il est possible que si vous contribuez régulièrement à un projet open source, au bout d'un moment, vous devenez mainteneur de ce projet open source. Et là, pour une entreprise, ça devient super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est quoi un mainteneur ? C'est quand même la personne qui dit, devant une contribution, ça rentre ou ça rentre pas. C'est valide ou c'est pas valide. Donc là, finalement, l'entreprise qui paye ce salarié, elle vient d'acquérir une sorte de pouvoir d'influence sur ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas sur le projet. Et ça, c'est très important. Si ce projet open source, c'est critique pour votre entreprise, vous avez envie d'être en capacité d'influencer son développement et la direction sur laquelle il va. Et
quand vous avez la capacité de dire oui ou non aux contributions qui arrivent, vous pouvez littéralement influencer sur le chemin de ce projet. Et puis, la plupart des projets open source, donc du coup, il y a des mainteneurs. Ces mainteneurs, la plupart du temps, il n'y a pas de relation contractuelle, ce n'est pas les entreprises. Donc, c'est un ensemble de gens. Et les ensembles de gens, parfois, ils doivent se mettre d'accord pour prendre des décisions communes. Quand est-ce qu'on se lance dans la compatibilité avec la prochaine version de Rust? Est-ce qu'on rajoute cette nouvelle feature, mais en vrai, elle a un impact? Est-ce qu'on arrête cette ancienne feature qui, franchement, on pense que plus personne l'utilise, mais encore des gens qui l'utilisent? Ils doivent se mettre d'accord. Alors, pour les petits groupes, ça va. Pour les plus grands groupes, il y a besoin de mettre en place une structure de décision, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la gouvernance open source. Alors, des gouvernances, il y en a de plein de types. J'ai mis un petit lien de Red Hat en bas qui les présente un peu tous. Le grand classique, c'est la gouvernance électorale. C'est tout simple. Les mainteneurs, chacun a un droit de vote. On fait un vote, c'est la majorité qui l'emporte. Parfois, sur les projets beaucoup plus gros où faire un vote, c'est un peu long, un peu fastidieux, il y a un comité de gouvernance. Parfois, il y a carrément une fondation. Je pense que vous avez dû entendre parler dans ce salon de la fondation Eclipse, très très connue. Et parfois même, il y a un quatrième exemple, la structure de décision, c'est simple, c'est la personne qui a créé le projet initialement, donc le fondateur, c'est lui qui décide tout et les autres doivent faire comme ils veulent. Il y a des projets, c'est comme ça. Il y a une sorte de dictateur absolu, c'est le premier qui a créé le projet, c'est lui qui dit oui ou non et les autres n'ont pas leur mot à dire. C'est une manière de prendre des décisions. Il en faut une, en tout cas. Quand un projet est assez grand, il faut une manière de prendre des décisions. Et pour la plupart, donc si j'exclus celle du leader chef absolu, la plupart des projets open source, les gens qui participent à ces décisions, ce sont les mainteneurs. Donc du coup, une entreprise dont certains salariés sont mainteneurs d'un projet open source a directement une capacité d'influence sur les décisions de ce projet. Et encore une fois, c'est très important. Si votre entreprise dépend de manière critique de ce projet, c'est rassurant de savoir que vous avez une capacité d'influence pour au moins être sûr qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était ma quatrième raison pour laquelle, selon moi, les entreprises devraient contribuer à l'open source. Je vous le fais rappel, parce que j'ai parlé longtemps et du coup j'ai parlé de beaucoup de choses. Donc pourquoi est-ce que les individus ont tendance à contribuer pour les projets open source, en tout cas d'après Google? D'une part, pour apprendre, parce que practice makes perfect. Voilà, en tant que développeur, il n'y a rien de mieux qu'écrire du code pour s'améliorer. Et que quand vous envoyez votre code à un projet open source, assez souvent, ce code il est revu par des experts. Donc c'est comme des gens qui vous disent, qui vous forment gratuitement. C'est génial. Deuxième élément pour la réputation. Voilà, les profils GitHub et GitLab sont très clairement regardés par les recruteurs. Donc pour nos amis étudiants ici, quand vous chercherez un boulot, faites des contributions open source pour montrer ce que vous valez à vos potentiels futurs employeurs. Et puis voilà, du coup, dans vos contributions open source, montrez le meilleur de vous-même. Parce que c'est ça que votre potentiel employeur va regarder. Et c'est ça qu'il va utiliser potentiellement pour vous dire oui ou non. Et puis, puisque du coup, quand même, à la base, il y avait une question, c'était est-ce qu'on fait de l'open source uniquement pour des buts humanistes? Il y a des buts humanistes aussi. C'est le fait qu'on a beaucoup reçu, je pense que même ici, sans vous en rendre compte, on a tous beaucoup reçu de l'open source. Et beaucoup d'entre nous se sentent redevables et ont la sensation qu'il faut contribuer pour continuer à entretenir ce cycle de donnant-donnant. Ça, c'est pour les individus. Pour les entreprises, je vous le rappelle, les 4 raisons pour lesquelles une entreprise devrait sponsoriser ses salariés à faire l'open source. Tout d'abord, vous utilisez du code open source, c'est votre code, ce n'est pas le code de quelqu'un d'autre. Personne d'autre n'en prendra soin, donc du coup, préparez-vous à en prendre soin. Et ne laissez pas ce projet critique pour votre business mourir. Ça, ce serait une très mauvaise idée. D'après la Commission européenne, contribuer, c'est un ROI, un retour sur investissement de x4, notamment parce que vous partagez le fardeau de la maintenance, donc c'est littéralement de l'argent en moins à dépenser, et vous profitez du processus de qualité. Tout le monde gagne. Ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure des raisons. C'est vraiment le fait que l'open source, tout le monde met en commun son travail. Et du coup, vous participez un petit peu, mais vous recevez beaucoup. Et ça, c'est vraiment génial. C'est la grande force de l'open source. Et le dernier élément, c'est que si vous contribuez régulièrement à un projet open source, potentiellement, vous serez amené à devenir mainteneur. Et du coup, vous obtiendrez une capacité d'influence sur les décisions et la vie de ce projet, tout simplement. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Et voilà, comme ça on aura pas mal de temps pour les questions.
Alors je crois qu'il y a un micro au milieu, je ne sais pas s'il marche, ou sinon je crois qu'on est suffisamment peu nombreux pour juste parler un peu fort. S'il y a des mains levées pour les questions. Monsieur. Alors je confirme qu'effectivement, là, ça va être un cas problématique. Moi, personnellement, je serais embêté. Chez PrestaShop aujourd'hui, on ne demande pas aux gens d'avoir 2 comptes dissociés, mais effectivement, les entreprises qui disent vous avez contribué sur GitHub, faites 2 comptes dissociés, on ne pourra pas le voir. Là, c'est un choix de l'entreprise, on ne peut pas aller contre, puisqu'il me semble que les entreprises, quand on travaille, la propriété intellectuelle de ce qu'on produit appartient à l'entreprise et non pas à nous. Effectivement, c'est un cas problématique. Après, ouais, je sais que ça existe. Je ne saurais pas dire que c'est une majorité, une minorité d'entreprises qui obligent ça, mais beaucoup de celles que je connaisse savent que justement les développeurs apprécient le fait de pouvoir montrer leur travail en public, donc les laissent utiliser les mêmes comptes. Nous, chez PrestaShop, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un nous rejoint, qui a déjà un compte GitHub, en fait, dans GitHub, on peut renseigner plusieurs adresses email et lie son adresse email PrestaShop avec son compte GitHub. Du coup, tout est rassemblé, et quand la personne part, et du coup, elle garde toutes ses contributions. Et j'irai même plus loin, ça c'est aussi intéressant. Chez nous, les gens qui sont des droits auprès du projet, donc les mainteneurs, ce sont des droits qui sont liés au compte GitHub. C'est-à-dire que moi, demain, je démissionne de PrestaShop, a priori, je reste mainteneur, même si je ne travaille plus pour PrestaShop, parce que c'est moi, la personne, l'individu, qui suis mainteneur, et non pas le salarié. Et donc, du coup, c'est intéressant pour moi. Hop, le monsieur là-bas, s'il vous plaît. Alors, c'est une question très intéressante. Effectivement, est-ce que le fait de publier son code, moi, vu que nous, on fait un logiciel open source, donc tout notre code est public, effectivement, la question est posée régulièrement. Alors, dans un premier temps, oui, on se dit, si mon code est public, il est visible par tous, et donc du coup, c'est plus facile de trouver des failles dedans. D'ailleurs, dans les projets open source dont PrestaShop, régulièrement, il y a des failles qui sont publiées. Mais ce qui se passe également, c'est que quand votre code est public, certes, il y a des attaquants qui le scannent en permanence pour trouver des failles, mais il y a aussi des gens qui le regardent en permanence pour colmater ces failles. Du coup, c'est un peu une course contre la montre. Il y a plein de gens qui regardent le code. Il y a des gentils qui veulent trouver les failles et les corriger avant les autres. Il y a des méchants qui veulent trouver les failles et les exploiter avant les autres. Et généralement, ce qu'on considère en open source, c'est que le nombre de gens gentils va dépasser le nombre de gens méchants et que vous êtes gagnant à la fin. Donc certes, c'est une course contre la montre, mais dans l'autre sens, un code propriétaire qui est inaccessible de l'extérieur, à part les gens de l'entreprise, personne ne peut le regarder pour l'auditer. Nous, typiquement, sur PrestaShop, on a ce qu'on appelle un bug bounty, où quand quelqu'un nous remonte des failles, on le rémunère dessus. Et ça, c'est possible parce que c'est un projet open source, du coup, les gens, n'importe qui peut aller voir le code, et s'il trouve une faille, on lui donne de l'argent pour ça. Et je ne peux pas assurer que c'est vrai, mais aujourd'hui, dans la sécurité, on recommande plus le bug bounty que les audits de sécurité, parce que le bug bounty, c'est en permanence. Il y a en permanence des gens qui veulent gagner cet argent qu'on leur propose, et qui cherchent ces failles. Donc on suppose que rendre le code public, c'est plus avantageux pour la sécurité que le cacher. Est-ce que c'est certain? Je ne suis pas sûr qu'on ait des données fiables là-dessus, mais en tout cas, c'est l'approche qu'on a. Monsieur? Du coup, le bug bounty, ça peut s'apparenter à un salaire pour certaines personnes? Alors, il y a tout à fait des gens qui vivent de leur bounty. Bon, c'est les gens les plus efficaces et les plus talentueux, mais il y a des gens qui vivent que de bug bounty. Ils passent leur vie à se balader sur des projets open source parce que c'est public. Également, il y a des bug bounty privés où du coup on leur donne un accès. Il faut qu'ils s'enregistrent. Avant, il faut qu'ils aient montré un peu leurs compétences. On ne donne pas accès à n'importe qui. Et ils vivent que de bounty. Et généralement, du coup, comme en plus il y a un petit côté gamification, c'est-à-dire qu'il y a des rankings, donc du coup on voit qu'ils sont top 1, top 2, top 3. Ça génère après de la réputation qui fait qu'ils sont plus facilement éligibles pour être embauchés pour un audit de sécurité. Donc il y a des gens qui vivent que du bounty. Si ça vous intéresse, il faut être très bon par contre. Il y a une belle concurrence.
Monsieur Opulrier. S'il y a des entreprises qui deviennent un petit peu mainteneurs majeurs dans le projet open source, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive et qu'ils en fassent quelque chose de trop spécifique par rapport à leurs besoins et que du coup, que ce soit plus assez ouvert pour les autres boîtes? C'est un risque complètement avéré. Alors, je n'ai pas cité de nom aujourd'hui, parce que c'est un concurrent, et donc du coup, je ne vais pas dire des choses comme ça, je reprends l'entreprise. Mais il y a régulièrement des projets open source, effectivement, c'est un peu comme une OPA économiquement, c'est-à-dire que vous avez une autre entreprise qui investit fortement, et si le processus de décision, c'est un processus électoral à coup de vote, bah, quand vous avez la majorité, vous avez le contrôle. Donc oui, mais c'est le jeu de l'open source. En fait, on considère que, certes, on se met en danger quand on propose aux gens de dire n'importe qui peut rejoindre le projet, devenir mainteneur, sous condition bien sûr, et que si quelqu'un arrive à la majorité des mainteneurs, il prend le contrôle. Mais dans l'autre sens, on va aussi attirer d'autres acteurs. Une entreprise demain qui veut grossir, elle n'a pas beaucoup d'autres choix que soit embaucher, soit se faire racheter. Nous, on veut faire grossir le projet PrestaShop. On ne veut pas ces deux options. On dit aux autres acteurs, venez participer au projet open source. Participez, investissez-vous, peut-être vous aurez des mainteneurs, du coup vous acquérez une capacité d'influence. En échange, le projet va grossir, va aller plus vite, plus grand. Donc oui, et c'est un risque avéré, mais qu'on l'accepte complètement parce qu'en échange, il y a des gens qui viennent, qui s'investissent, parce qu'ils savent qu'il y aura un retour sur investissement. Ils savent que s'ils s'investissent beaucoup dans le projet, ils vont récupérer quelque chose en échange, cette capacité d'influence. Donc c'est intéressant pour eux, donc ça marche. Il nous reste 4 minutes s'il y a d'autres questions. Alors ça va se discuter avec l'entreprise en question. Je ne peux pas parler pour toutes les entreprises, mais il y a typiquement des entreprises qui peuvent contractualiser ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, si tu deviens mainteneur, on te demande de voter ce que nous, on te dit de voter. Et après, il me semble, par exemple, en France, dans le droit français, il y a le principe de loyauté qui s'applique à tous les employés qui dit que sur le temps salarié, il ne faut pas aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise, quelque chose comme ça. Donc du coup, il y a des entreprises qui contractualisent ça parce qu'elles le prévoient à l'avance. Si rien n'est contractualisé, j'imagine que ce serait possible. Après, du coup, si vous votez le contraire de ce que votre employeur veut, au bout d'un moment, votre employeur va dire « mais pourquoi je te paye ?» Donc ça reste du donnant-donnant. Mais oui, en théorie, ça pourrait marcher. Il y a quand même aussi des entreprises, et aussi des projets open source qui prennent en compte ceci et qui, du coup, ils proposent des sièges de mainteneurs qui ne sont pas associés à des individus, mais à des entreprises. Ils vont dire telle entreprise a investi, je ne sais pas, 2 millions d'euros, du coup, ils auront 5 mainteneurs. Et du coup, ce sont des sièges attribués à l'entreprise. Et donc, du coup, quand les gens démissionnent, c'est remplacé par d'autres. Donc, c'est lié à l'entité et pas à l'individu. Et on se prémunit là-dessus. Mais ce n'est pas la plupart des projets de petite taille, en tout cas. Donc, c'est vrai, tout est possible, tout est contractualisable, tout peut se mettre d'accord à l'avance. Parce que c'est un sujet trop important, je pense, pour être laissé au hasard. Alors, je vais donner la parole à madame, ce qui n'est pas encore parlé, mademoiselle. Est-ce que ça risque pas de créer des problèmes au niveau des communautés, de lier du coup de la contribution rémunérée salariée avec de la contribution bénévole? Est-ce que ça risque pas de créer des petits schismes? Oh si, régulièrement il y en a. Pardon, je crois que je ne sais pas s'il y a Drupal aujourd'hui chez nous, mais il y a eu des... Pour Drupal, je pensais qu'à un moment, il y avait cette question qui s'était posée. Si, bien sûr, parfois on se demande est-ce que les intérêts de l'entreprise vont dans le même sens que les intérêts des gens bénévoles ou non. Bah, c'est normal qu'il y ait parfois des petits conflits d'intérêts. L'important, c'est de réussir à les résoudre, se mettre d'accord et avancer ensemble. Mais oui, du coup, il peut y en avoir, comme dans toute entreprise, où en fait, un projet open source, c'est un groupe d'humains qui bossent ensemble. Donc, qu'ils soient là bénévolement ou pour les entreprises, il y aura toujours des désaccords. Donc même il y a des projets open source, tout le monde est bénévole, ils ne sont quand même pas d'accord, il y a quand même des schismes, parce qu'il y en a qui veulent se concentrer sur le futur et abandonner les vieilles features, il y en a qui veulent beaucoup de stabilité, il y en a qui veulent faire 5 nouvelles versions par an, il y en a d'autres qui préfèrent une bien foutue. Donc oui, c'est des gens qui bossent ensemble, il y a toujours des schismes. Mais pour moi, le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que les avantages et les intérêts de l'open source
dépassent ces petits tracas. Mais ils existent en effet. Hop, je pense que ce sera la dernière question, monsieur. Quel est le ratio à peu près des entreprises qui contribuent à de l'open source? Ah, je suis désolé, je ne vais pas de données fiables là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est par exemple sur les projets open source très très grands, très très matures, comme Eclipse, comme Linux, il y a énormément d'entreprises parce qu'il y a des énormes enjeux. Par exemple, je pensais à le grand classique, c'est Red Hat. Red Hat, il est connu pour faire énormément de contributions. Et là, on est complètement dans l'entreprise qui fait ça, non pas par bonté d'âme, mais parce que vraiment, c'est un intérêt économique pour elle. Bon, aussi, ils sont très sympas. Mais voilà, c'est économiquement, pour eux, c'est important que le projet sur lequel ils ont fondé leur business continue à vivre. Même nous, PrestaShop, on propose une solution qui permet aux gens de faire des boutiques. On a un intérêt direct à ce qu'il y ait un maximum d'utilisateurs, parce que c'est des gens qui, après, on peut leur vendre des services ou des produits. Donc plus on a des clients potentiels. Du coup, pour terminer, ce que je voulais dire, je suis un peu parti. Ce que je voulais dire, du coup, c'est qu'effectivement, désolé, j'ai perdu le fil le fil de ce que je voulais dire, parce que du coup, oui, quand nous, on a un intérêt, c'est qu'il y a un maximum de gens qui contribuent, et donc d'entreprises qui contribuent. Ça auto-alimente l'écosystème. Plus il y a d'entreprises qui contribuent, plus le projet grandit, donc du coup, plus il y a de clients potentiels. Et puis aussi, généralement, ce qui se passe, c'est que sur un projet open source, les entreprises qui contribuent, elles ne font pas ça seulement par bonté d'âme. Souvent, derrière, elles vont vendre du service. Par exemple, un truc tout bête. Vous êtes une entreprise qui contribue énormément au projet Linux. Bon, en contribuant, vous faites du code, vous interagissez avec d'autres. Peut-être vous avez des mainteneurs, du coup, vous faites de la revue de code. Vous avez acquis une légitimité et une expertise que vous pouvez monétiser. Vous pouvez dire, moi, je fais de la contribution à Linux depuis 10 ans, je suis un expert. Donc, vous pouvez vous vendre beaucoup plus cher. Donc du coup, c'est aussi intéressant pour les entreprises de contribuer juste pour dire, moi, je connais très bien le domaine, donc c'est pour ça que je demande 2 fois plus cher que le voisin. Hop, un tout petit peu dépassé, mais bon, du coup, on m'a rien dit, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, si après vous avez d'autres questions qui reviennent, je serai sur le stand PrestaShop, c'est quand on sort du couloir, c'est tout de suite sur la droite. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.